que vous voyez là, ça tourne confortablement à 60 fps sur une console de 2013. Et à côté de ça, Stalker 2, sorti en 2024, est par endroits vraiment moins beau que The Last of Us 2, et fait souffrir même les configs les plus puissantes, pouvant causer des pertes jusque 20 fps. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Un élément de réponse à cette question, c'est l'absence de lightmap dans Stalker 2, ce qui faisait pourtant en partie la force des graphismes de The Last of Us 2. Mais qu'est-ce que c'est que ça les lightmaps? Stalker 2, pour gérer sa lumière, utilise exclusivement du ray tracing en temps réel. C'est une méthode qui a ses avantages, mais qui a aussi beaucoup d'inconvénients, surtout en ce qui concerne les performances en fait. Là où au contraire The Last of Us utilise des lightmaps, une technologie vieille comme le monde et qui a fait ses preuves, permettant de produire des résultats photoréalistes pour une fraction des performances. C'est une technologie qui existe depuis la nuit des temps, enfin plutôt depuis Quake, sorti en 1996 à vrai dire. Pour le moteur que j'implémente, j'aimerais pouvoir afficher des jolis résultats tout en gardant des performances acceptables. C'est donc assez naturellement que j'ai voulu implémenter les lightmaps au profit du ray tracing en temps réel. Et d'abord, concrètement c'est quoi les lightmaps? Donc là où avec le ray tracing en temps réel on vient effectuer un lancer de rayons à chaque image pour calculer les lumières dynamiquement, avec les lightmaps, on ne va faire ce lancer de rayons qu'une seule fois et enregistrer les données de la lumière dans une texture, de sorte à ce qu'on n'ait plus qu'à prendre la texture de notre objet puis notre lightmap, à combiner les textures ensemble et c'est comme ça qu'on va obtenir notre objet illuminé dans la scène. Au final, on se retrouve avec deux textures, à savoir une qui correspond à l'albédo des objets, donc la couleur, et l'autre à la lumière. Mais bon, il y a un assez gros problème avec mon implémentation, c'est qu'elle est vraiment dégueulasse. Faut savoir que pour appliquer une texture à un modèle 3D, ça se fait pas vraiment d'un claquement de doigts, on va devoir appliquer d'abord ce qu'on appelle le UV mapping. C'est un processus dans lequel on va trouver le moyen d'aplatir notre modèle 3D sur un plan 2D. Le plan en question étant la texture qu'on veut appliquer à notre modèle. C'est exactement le même principe que les patrons à découper pour faire des figurines si vous en avez déjà fait. Mais bon, pour en revenir à mes lightmaps dégueulasses, le problème de mon approche c'est que j'utilise la même map UV pour l'albédo et pour la lightmap. C'est pas optimal du tout parce que ça veut dire que la texture de ce mur là, elle est différente de la texture de ce mur là, et aussi de ce mur là. En fait, là où je pourrais clairement référencer la même texture dans la map UV plusieurs fois, je me retrouve à inutilement dupliquer la texture autant de fois qu'elle apparaît sur la map. Mon approche est très coûteuse en mémoire pour rien et m'oblige à stocker une énorme texture en 4K pour rien. Et plus la map sera grande, plus la texture prendra de la place. Mais bon, ça c'est un problème à résoudre pour moi du futur, en attendant, ça reste là. En mettant de côté mon implémentation scandaleuse, les lightmaps, c'est une technique qui est tellement peu chère qu'elle peut même être considérée comme gratuite. Et pourtant, elle peut délivrer des résultats vraiment bluffants. Comme vous l'aurez sans doute deviné, étant donné qu'on ne calcule les lumières qu'une seule fois, les objets qui utilisent une lightmap doivent être statiques. Sinon, il y a tout qui casse. Mais on est bien d'accord pour dire qu'un jeu où rien ne peut bouger dans la scène, c'est vachement contraignant comme limitation. Mais il faut se dire qu'on peut complètement combiner cette technique avec des méthodes d'éclairage dynamique qui seront uniquement appliquées aux objets dynamiques. Ce seront des solutions qui évidemment seront moins jolies que ce qu'on peut faire avec des lightmaps, mais qui permettront, si implémentées correctement, de compenser ces limitations, ce qui au final pourra nous permettre d'obtenir des résultats similaires à ce qui est possible avec du ray tracing en temps réel, mais pour une fraction des ressources. Pour ce qui est des lumières dynamiques, on va tout d'abord devoir définir les coordonnées de chaque lumière. Après ça, on aura besoin d'une autre information à récupérer sur notre modèle 3D, les normales. Pour faire simple, la normale d'une surface, c'est un vecteur perpendiculaire à la surface qui définit en quelque sorte la direction dans laquelle elle est orientée. Avec la position de notre lumière et les normales de notre surface, on peut utiliser un simple produit scalaire pour illuminer correctement la surface. Donc, pour rappel, le produit scalaire, c'est une opération mathématique qui nous permet de déterminer à quel point un vecteur est proche d'un autre. Dans notre cas de figure, ça nous permettra de déterminer à quel point chaque partie de notre surface est face à la lumière, ce qui nous permettra donc d'illuminer l'objet en conséquence. Mais vous vous en doutez bien, il n'y a pas que la direction qui joue dans le calcul de la lumière, il y a aussi la distance par rapport à l'objet qu'on illumine. Il nous suffit donc de calculer la distance entre chaque fragment de la position de la lumière grâce à un petit théorème de Pythagore, et d'atténuer la luminosité en conséquence. Et on peut enfin obtenir la lumière dynamique qu'on voulait. Maintenant, si on retourne à nos lightmaps, on peut faire en sorte que nos lumières dynamiques aient aussi un effet sur les lightmaps, et grâce à ça, on obtient déjà un rendu bien plus dynamique qu'avant. Par exemple, si on prend une spotlight et qu'on lui fait suivre la position et la rotation de la caméra, on obtient une lampe torche fonctionnelle qui interagit correctement avec la map. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais depuis le début, le ciel n'est rien qu'une simple couleur. Mais ce serait pas mal de pouvoir en faire un vrai ciel plutôt. J'ai décidé d'implémenter ça avec une skybox. Une skybox, c'est une texture qui, quand on l'applique à l'intérieur d'un cube, donne l'impression d'un ciel quand on regarde dedans. Alors, pour mon implémentation, je commence par importer mon cube dans la scène et on peut remarquer déjà deux problèmes. Le premier, on ne voit que la skybox, le reste de la scène est caché derrière. Et le deuxième, dès qu'on bouge la caméra, on se rend très vite compte de la supercherie, on voit tout de suite le cube. Alors, pour résoudre ce premier problème, on va devoir forcer la skybox à être le premier élément de la scène à faire son rendu, de sorte à ce que les autres éléments puissent faire le leur au-dessus. Et le deuxième, on va juste faire en sorte que la skybox suive la caméra.
Et c'est de cette façon-là qu'on donne l'illusion d'un ciel. Déjà jusque-là, on est arrivé à un moteur capable d'afficher des trucs assez sympas. Mais on peut évidemment encore creuser plus loin. Il y a plein d'autres trucs à implémenter qui pourraient le rendre encore meilleur. Parmi les trucs que j'aimerais implémenter d'abord, les ombres dynamiques. À vrai dire, c'est quelque chose que j'ai déjà en partie implémenté. Faut juste que je rende mon code un petit peu plus propre. Alors, si vous voulez pas manquer ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En une seule vidéo, on a déjà atteint les 100 abonnés, donc si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure. Pour en revenir aux effets à implémenter, j'aimerais beaucoup implémenter les normal maps. C'est une méthode qui permet d'émuler plus de détails sur une surface qu'il en a vraiment. Puis, j'aimerais aussi implémenter un workflow PBR, pour Physically Based Rendering. C'est comme son nom l'indique, une approche de rendu dont l'objectif est d'émuler de façon réaliste le comportement de la lumière sur les surfaces qu'elle éclaire. Soyez sûr que je vais parler de tout ça lors du prochain devlog. Alors surtout, soyez là si vous voulez pas manquer ça, et sur ce, à la prochaine!